La fin de l'année 2024 a été marquée par une nouvelle séquence politique mouvementée pour la France. Petit rappel des faits. Michel Barnier, alors Premier ministre, est contraint d'engager la responsabilité de son gouvernement sur le budget de la sécurité sociale. C'est maintenant à vous, députés, parlementaires de la nation, de décider sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Un premier 49.3, synonyme de motion de censure. La France insoumise en dépose une, le Rassemblement national une autre, l'opposition renverse le gouvernement. La France se réveille ce matin sans Premier ministre ni gouvernement. Une motion de censure adoptée donc à une large majorité et qui entraîne de fait la chute du gouvernement Barnier. Pas de surprise, cette chute du gouvernement Barnier était largement annoncée. La balle est maintenant dans le camp d'Emmanuel Macron qui va devoir en choisir un autre. Alors qu'il faut boucler le budget, Emmanuel Macron s'empresse de nommer un nouveau chef à Matignon, un Premier ministre qui doit plaire à toutes les sensibilités politiques. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. L'un des artisans de la victoire de 2017 a été nommé Premier ministre. Dans cette pièce, Marine Le Pen joue l'un des rôles principaux. Avec 124 sièges à l'Assemblée, le RN a désormais un pouvoir de vie et de mort sur le gouvernement et toute sa politique. Et ça, le président de la République l'a bien compris. Aujourd'hui respectable, demain crédible, ces dernières années, le parti de Marine Le Pen a perdu son statut d'infréquentable. Une transformation à marche forcée pour atteindre les plus hautes sphères du pouvoir avec la présidentielle de 2027 en ligne de mire. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Le RN, un paria gagnant, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Macron, Le Pen, les meilleurs ennemis. L'adoption par l'Assemblée nationale d'une motion de censure, c'est une première depuis le renversement du gouvernement de Georges Pompidou en 1962. Le gouvernement Barnier devient le plus court de l'histoire de la Ve République grâce aux voix du Rassemblement national. Alors pour ce récit, j'ai demandé à Laureline Dupont, directrice adjointe de la rédaction, et Marie-Lou Magal, qui couvre l'extrême droite pour l'Express, de nous accompagner. Être reçu à Matignon, c'est ce qu'il réclamait. Le RN est donc satisfait d'être reçu aussi rapidement et qui plus est en première. C'est un signal positif, voulait croire Marine Le Pen hier. Quelques jours avant Noël, les leaders du Rassemblement national se rendent à Matignon, un moment que nous raconte Marie-Lou Magal. Alors en fait, lundi 16 décembre à 9h, Jordan Bardella et Marine Le Pen étaient reçus par François Bayrou dans le cadre de ses consultations pour former un gouvernement. Il avait dit, Bayrou, qu'il recevrait les groupes parlementaires et leurs représentants par ordre d'importance. Il se trouve que le RN est le premier groupe à l'Assemblée. Ça tombe bien parce que c'est une façon de bien traiter le RN tout en feignant une sorte d'impartialité. Donc Le Pen et Bardella se sont retrouvés reçus en premier. Ils avaient l'air assez contents de l'échange qui s'est plutôt bien passé. Même si Marine Le Pen, en sortant, a dit qu'elle attendait des actes, il semble qu'un terrain d'entente a été trouvé, notamment sur la mise en place rapide d'une proportionnelle, qui permettrait d'éviter que le RN ne censure le gouvernement. Et en réalité, cette entente avait eu lieu un peu quelques jours plus tôt. C'est l'Express qui l'avait révélé, d'ailleurs. C'est François Bayrou qui avait passé un coup de fil à Marine Le Pen pour s'assurer que s'il donnait certains gages, notamment la mise en place de la proportionnelle, elle pourrait ne pas censurer son futur gouvernement. Le RN qui négocie avec le gouvernement, c'est devenu une habitude ces derniers mois. Avec Michel Barnier, en fait, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu des négociations, il y a eu des échanges. Le RN a surjoué le fait d'avoir été maltraité et il avait laissé entendre qu'il pourrait ne pas censurer pour finalement faire le contraire et voter la censure avec la gauche. Donc les relations étaient beaucoup plus compliquées. Avec Bayrou, il semble qu'elles soient un peu plus fluides, mais on verra au moment du gouvernement. Négocier avec l'extrême droite au sein de la Macronie, ça ne fait pas l'unanimité. Déjà, en fait, la Macronie et Emmanuel Macron se rendent compte qu'ils sont obligés de traiter le RN parce que c'est un groupe d'importance à l'Assemblée et que si ils n'arrivent pas à se mettre la gauche dans la poche, c'est le RN qui aura le pouvoir de vie ou de mort sur le gouvernement. Donc la Macronie est un peu divisée sur sa position face au RN. Il y en a qui considèrent que le RN est un parti d'extrême droite, qu'il ne faut pas discuter avec eux. D'autres que le RN a évolué, etc., qu'il représente aujourd'hui 11 millions d'électeurs, c'est l'argument de Marine Le Pen d'ailleurs, et qu'on ne peut pas faire sans.
Mais il y a quand même une forme d'hypocrisie généralisée dans la façon de traiter le RN, dans la mesure où tous considèrent publiquement que le RN doit être ostracisé, mais que des tractations privées ont souvent lieu. Des divisions jusque dans les rangs du gouvernement, comme l'explique Laureline Dupont. Il faut se souvenir que quand Antoine Armand, qui est ministre de l'économie sous Michel Barnier, est nommé, il se dit tout de suite ouvert à l'idée de collaborer avec toutes les forces politiques sur la question des finances publiques, qui est donc la question qui agite le pays. Sauf qu'Antoine Armand, en faisant cette déclaration, il déclare qu'il entend collaborer avec les forces politiques qui composent l'arc républicain, et il exclut dans le même temps de l'arc républicain le Rassemblement national. Alors cette déclaration provoque un recadrage de la part de Michel Barnier, qui, quand il l'apprend, est très énervé et appelle tout de suite Antoine Armand en lui demandant, en le priant de présenter des excuses, en gros, à Marine Le Pen, ce qu'Antoine Armand ne fait pas. Donc Michel Barnier le fait lui-même. Il va appeler Marine Le Pen pour la rassurer, en fait, sur le fait qu'elle fait bien partie des forces politiques avec lesquelles ils veulent dialoguer. Et c'est évidemment une première et quelque chose dont Marine Le Pen ne manquera pas de se satisfaire. Et évidemment, ça la fera jubiler parce que dans sa quête de normalisation, eh bien, c'est un pas de plus, on va dire, vers cette respectabilité qu'elle recherche. Enfin, évidemment, la consécration pour Marine Le Pen, c'est le moment où Matignon va lui donner raison, mais pas qu'à elle, et également à la gauche, sur leur demande de continuer à avoir les médicaments remboursés. À ce moment-là, Matignon va publier un communiqué sur lequel il est écrit « Madame Marine Le Pen l'a rappelé au Premier ministre ». Et donc c'est évidemment une énorme victoire, en tout cas c'est comme ça qu'elle le vit, elle. Une relation ambivalente entre Marine Le Pen et le camp présidentiel qui n'échappe à personne au sein du Rassemblement national. À la fois au RN, on se congratule parce que le fait que Marine Le Pen obtienne des gages du gouvernement, notamment la baisse des taxes sur l'électricité, une diminution du panier de soins pris en charge par l'AME ou le maintien du remboursement de certains médicaments, prouve qu'elle a du poids et qu'elle est désormais considérée par le gouvernement. Donc on se félicite de cette influence de Marine Le Pen sur Macron et de la relation, entre guillemets, privilégiée qu'ils ont développée. Jordan Bardella, à l'évocation du lien entre le président de la République et Marine Le Pen, disait même être entre les deux, c'est un peu gênant, on a l'impression de tenir la chandelle. Entre Emmanuel Macron et son éternel rival, quelque chose s'est noué. Depuis 2017, mais surtout depuis 2022. Une forme de respect méfiant entre ceux qui se sont retrouvés 2 fois au débat d'entre-deux tours. Vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Le Mozart de la finance a un bilan économique qui est très mauvais et un bilan social qui est encore pire. Alors je dirais que la relation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est une relation faite à la fois de respect, mais évidemment teintée de méfiance et d'une grande curiosité. Ces deux animaux politiques qui se reconnaissent, qui se regardent, qui se flairent. Alors Marine Le Pen, elle dit en privé qu'elle le trouve intelligent, c'est son mot. Lui dit d'elle qu'il la trouve solide, c'est son mot également. C'est une stratège, c'est ce qu'Emmanuel Macron pense de Marine Le Pen. Il pense qu'elle travaille aussi ses dossiers. Il lui reconnaît également une certaine franchise, c'est-à-dire qu'il dit souvent que quand il l'a fait venir pour des négociations, des discussions à l'Élysée, il n'a pas de surprise ensuite quand il l'entend déclarer ce qu'ils se sont dit devant les caméras. Ça correspond exactement à l'échange qu'ils ont eu ensemble. C'est quelque chose qu'il apprécie, évidemment. Pourtant, longtemps Emmanuel Macron n'a pas pris sa rivale au sérieux. Le débat télévisé de l'entre-deux tours en 2017 a persuadé le président que Marine Le Pen n'était pas une adversaire de taille. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez, le parti de l'extrême droite, qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux, qui pousse à la haine, qui moleste des journalistes. Pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, le président et Marine Le Pen entretiennent des relations qui sont, je dirais, cordiales, en tout cas respectueuses, mais distantes. Marine Le Pen ne prend jamais part aux décisions, elle n'est pas consultée, elle est vraiment mise à l'écart. Il y a tout un tas de mini-crises, ou de moins mini-crises d'ailleurs, qui lui permettent de se positionner très durement contre le président. On pense évidemment à l'affaire Benalla. Puis petit à petit, le regard d'Emmanuel Macron va évoluer avec notamment la crise des Gilets jaunes en 2018. Le discours qui est celui de Marine Le Pen parle évidemment à une partie des Français et à une partie de ces Gilets jaunes. Donc là, il ne va
plus lui montrer le mépris, le mépris, ou en tout cas, je dirais l'absence de considération qu'il avait pour elle jusqu'à présent. Il va commencer petit à petit à discuter avec elle, échanger, essayer de comprendre les revendications qu'elle porte et que portent surtout ses électeurs. L'ascension du Rassemblement national depuis 2017 et notamment les élections législatives de 2022 avec l'arrivée de 89 députés RN à l'Assemblée change la donne parce que désormais le RN est une grosse force parlementaire et c'est une force avec laquelle il faudra compter. Macron reste quand même persuadé que le RN sera battu, quel que soit le cas de figure. 1 heure avant la dissolution, il disait « Jamais les Français ne voudront du RN, on va les battre de nouveau, les affaiblir durablement, etc. » Il a un peu ce travers de sous-estimer Marine Le Pen en permanence, ce qui fait que le 7 juillet 2024, le RN arrive dans l'hémicycle plus nombreux que jamais, même si les projections étaient quand même supérieures à ça, ça reste le plus gros groupe parlementaire que le RN n'a jamais eu. Donc il a désormais un pouvoir de vie et de mort sur le gouvernement. C'est la preuve que Macron doit commencer à la considérer comme une véritable adversaire. Quand des émeutes enflamment les nuits de juillet 2023, après la mort de Naël, Emmanuel Macron décide de réunir les responsables de partis pour chercher des voix parlementaires. La question se pose, faut-il ou non inviter le RN autour de la table? Emmanuel Macron, qui est élu depuis 1 an, mais qui sent bien que son fantasme de la réconciliation des Français est encore loin d'être atteint, concrétisé, et qui décide finalement, c'est assez cynique de sa part, de, comme il le dit, partager les contraintes, c'est-à-dire ne pas se retrouver seul à devoir gérer des problèmes de sécurité, ou plutôt d'insécurité. Et donc il décide de partager un peu les contraintes et une partie de son pouvoir avec les forces politiques, et il a l'idée de les réunir effectivement lors des rencontres de Saint-Denis, lors desquelles sont invitées absolument toutes les composantes de l'arc républicain. Et cette fois, le RN et d'ailleurs aussi la France Insoumise font partie des acteurs invités à prendre place autour de la table. Donc Marine Le Pen, c'est elle qui reçoit un coup de fil pour la prévenir que ces rencontres vont avoir lieu. Elle le reçoit pendant l'été. Alors au début, elle rechigne un peu, elle dit que ça ne va servir à rien, elle fait un peu sa mauvaise tête. Et puis finalement, elle accepte parce que ce sont finalement les chefs des partis politiques qui sont invités, ce qui lui permet de ne pas y aller elle, mais d'envoyer Jordan Bardella. Et elle perçoit évidemment l'intérêt pour elle d'être invitée à la table des négociations, puisque là encore, c'est un pas de plus vers la respectabilisation qu'elle cherche tant. Pourtant, Marine Le Pen n'est pas toujours la bienvenue. Lorsque la chef de groupe fait savoir qu'elle participera à la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant communiste Missak Manouchian, l'organisation s'indigne. Et dans les pages du journal L'Humanité, Emmanuel Macron émet des réserves. Les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manouchian. En fait, cet épisode, il est absolument symptomatique du comportement de Macron avec le Rassemblement national. Parce que c'est toujours une histoire de souffler le chaud et le froid. Tantôt, c'est un parti républicain qu'il faut traiter, tantôt, le RN est considéré en dehors de l'arc républicain. Et cette fois-ci, Macron rompt avec une attitude qu'il avait vis-à-vis du RN. En novembre 2023, quand Marine Le Pen marche pour manifester contre l'antisémitisme, ça provoque de vives réactions à gauche, mais Macron, lui qui n'était pas présent, ne prend pas position. Pour la panthéonisation de Manouchian, il prend le contre-pied et fait une chose qu'il fait rarement, il utilise l'argument moral et renvoie le RN face à son passé. Marine Le Pen veut montrer qu'elle est une interlocutrice indispensable, qu'elle peut infléchir les décisions d'Emmanuel Macron. Et pour dialoguer avec le président, la députée du Pas-de-Calais dispose même d'un accès privilégié. Emmanuel Macron négocie avec Marine Le Pen tout en la tenant à distance. Le président a un intermédiaire direct avec la présidente de groupe, Thierry Solère, devenu depuis 2021 la courroie de transmission entre eux. Thierry Solère est un ancien député qui vient de l'UMP, devenu Les Républicains, et qui est devenu, on va dire, macroniste en 2017, compagnon de route d'Édouard Philippe, qui le rejoindra d'ailleurs un temps à Matignon. En 2017, Thierry Solère est encore député. Il est aussi élu questeur de l'Assemblée nationale.
ce qui est un poste stratégique qui va lui permettre de nouer des liens un petit peu avec tous les partis. Et évidemment, comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, il repère tout de suite l'intérêt qui est le sien et plus largement celui de sa nouvelle famille politique d'aller discuter, d'être un peu une passerelle avec les différentes oppositions. Donc un jour, il croise Marine Le Pen à la buvette de l'Assemblée nationale en lui disant vraiment n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ce qu'elle fera peu de jours après cette rencontre pour obtenir un fauteuil spécial pour l'un de ses collaborateurs qui souffre d'un handicap physique et qui a besoin d'un fauteuil particulier. Thierry Solère va démêler cette histoire, lui trouver ce fauteuil et entre eux va commencer à s'installer une espèce de conversation. Thierry Solère va être appelé à l'Élysée en 2021 et il va devenir conseiller d'Emmanuel Macron. C'est à ce moment-là que le président lui demande de jouer de façon très officielle les intermédiaires avec Marine Le Pen. Depuis, il a quitté l'Élysée, mais c'est lui qui conserve ce rôle de pont entre l'Élysée et le Rassemblement national. Il choisit Thierry Solère parce que déjà dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ils sont très peu nombreux à avoir des relations avec Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen a une espèce de souverain mépris pour une grande partie de la Macronie. Elle considère qu'ils ne savent pas faire de politique, qu'ils n'ont rien vu de la vie, qu'ils sont déconnectés, voilà, en gros. Thierry Solère, il tranche un peu avec ça. Déjà, c'est un personnage assez truculent, très franc. Il a des airs très, très bonhomme, très affable, qui est un bon stratège, qui n'a absolument pas froid aux yeux, donc qui n'a pas peur de discuter avec le Rassemblement national, qui ne considère pas qu'il va être contaminé parce qu'il discute avec Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen l'aime bien. Alors le président va lui demander de la sonder avant un vote, de déterminer ses lignes rouges. Et notamment, il va surtout lui demander de la sonder avant la censure et d'essayer de la convaincre de ne pas voter la censure au bout de 15 jours. Emmanuel Macron se montre courtois et en choisissant Thierry Solère comme intermédiaire, il fait le choix du dialogue constructif. Parfois, Marine Le Pen obtient gain de cause et puis parfois, elle est aussi très énervée et très en colère. Alors là, récemment, cet été, après la dissolution, Marine Le Pen revient à l'Assemblée nationale avec un groupe de 125 députés et elle espère bien obtenir des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Donc ce sont les postes de questeur, de vice-président de l'Assemblée nationale, pour lesquels on est élu par les autres députés. En réalité, des accords sont souvent passés et on essaye de récompenser un peu les forces politiques ayant obtenu beaucoup de députés. Cet été, l'été 2024, Marine Le Pen n'obtient aucun poste au bureau de l'Assemblée nationale, ce qui va la mettre dans une colère folle. Et ce qu'elle va évidemment dire à Thierry Solère en lui reprochant de ne pas avoir obtenu d'Emmanuel Macron qu'il intervienne dans ce vote pour le bureau de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, Thierry Solère lui rappellera que en 2022, Emmanuel Macron a su aider Marine Le Pen. Alors l'histoire est peu connue. En 2022 est renouvelée la Cour de justice de la République. La majorité à ce moment-là est macroniste et elle entend passer un accord avec la droite pour empêcher les élus RN d'y entrer. Eh bien, le président, en l'apprenant, intervient et fait en sorte que le RN puisse avoir un juge qui soit élu à cette Cour de justice de la République, et ce sera Bruno Bilde, qui est député RN du Pas-de-Calais et qui devient donc juge titulaire en 2022. Et la présidente de groupe est souvent sollicitée par le président. Au moment de la dissolution surprise de l'Assemblée nationale en juin, Marine Le Pen est conviée à l'Élysée. Elle vient discuter du nom du nouveau Premier ministre avec Emmanuel Macron, au même titre que ses pairs. C'est toujours cette histoire d'échange de bons procédés, en fait. Parce que c'est des échanges qui sont nécessaires pour les deux parties. Du côté du président, ça répond aux besoins de Macron de se présenter comme le président de tous les Français, électeurs du RN compris. Et du côté de Marine Le Pen, ça répond à son désir de respectabilité et de montrer que le cordon sanitaire est quelque chose de terminé pour le Rassemblement national et se tend aujourd'hui ou a tendance à se tendre exclusivement contre la France insoumise. Marine Le Pen, invitée à la table des négociations par le président de la République, le Rassemblement national a bien entamé son travail de normalisation. Mais devenir un parti de gouvernement ne se décide pas en un jour et le parti à la flamme doit encore tirer les leçons de ses résultats aux élections législatives. Alors pour ne pas rater la suite de ce récit, vous pouvez suivre La Loupe sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify ou Podmust. Et pour continuer à suivre l'actualité politique, ça se passe sur l'express.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous écrire à l'adresse laloupe@l'express.fr. Le RN, un paria gagnant, est une série écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros.